bonsoir à tous. Merci déjà d'être présents. Dans le cadre en fait de la fête de la science, on a proposé à Isabelle Lancenne-Bertrand et puis à Alain Blanc de présenter ce qui a été leur activité un peu passion quand même durant en fait pas mal d'années à l'université. Et la preuve, ils en ont fait un livre que vous pourrez acheter et puis dédicacer, je pense. Absolument. Pas tous. Voilà. Et puis donc microscopie dans tous ses états, puisque ça va en fait la microscopie de l'œil jusqu'à des échelles vraiment très très petites, puisque on a pu cet après-midi aussi visiter ce qui se faisait à l'université. Et on a du matériel qui est quand même relativement performant, parce qu'on a un microscope transmission électronique qui va jusqu'au picomètre. Donc tu auras peut-être la possibilité d'expliquer le picomètre. C'est en dessous en fait de l'atome quand même. Donc là on voit l'infiniment, vraiment l'infiniment petit. Et c'est vraiment très joli. Puis en fait ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'université, l'activité recherche, il y avait énormément de choses qui se faisaient à l'aide de la microscopie. Ça va en fait au niveau de la santé, donc il y en aura aussi au niveau des matériaux, au niveau des matériaux polymères, des matériaux biologiques, des matériaux physiques. Donc voilà, il y aura l'occasion en fait ce soir d'en parler un peu plus. Et donc cette journée a été, je ne vois plus Sylvain, a été organisée par Sylvain Fayard qui a gentiment et efficacement remplacé Elodie Ravel qui est encore en fait en arrêt maladie, et donc il a pu mettre ça en place et j'en remercie vraiment chaleureusement, puisque c'est grâce à lui que toute cette partie-là a pu être faite. Voilà, donc je laisse la parole et puis il y aura sûrement des questions. Ouais. Voilà. Merci Yvan. Donc bienvenue au Centre des Savoirs et de l'Innovation, et merci aux organisateurs de la Fête de la Science de nous avoir invités. On est en route pour un voyage qui porte le regard sur de petits détails de notre environnement quotidien. Et vous voyagerez d'une part avec Isabelle Anselme, qui est ingénieure, qui a assuré le fonctionnement du Centre de microscopie électronique stéphanois pendant 39 ans. Je mets ça au passé parce qu'elle a arrêté. Quant à moi... Oui, il y a Alain Blanc. Alors, et micro. Pardon. Micro. Ah, pardon. Bien. Oui, alors moi je vais présenter Alain Blanc, donc biologiste, maître de conférence émérite à l'ENS, et également qui a été pendant plus de 10 ans directeur du Centre de microscopie électronique. On fait des grands signes parce qu'on est à l'ancienne, on n'a pas de quoi passer les diapos nous-mêmes. Avant on criait « diapo suivante » à l'appariteur qui était au fond, mais ça remonte à 30 ans. Donc on va éviter. Passons. Ça va, tu vois. Alors voilà, 2 jeunes retraités, une photothèque au Centre de microscopie électronique avec plein de photos dans le stock. Les presses universitaires de Saint-Étienne qui lancent une collection Le goût du savoir sur différentes thématiques. Et ces livres reprennent souvent, sont des extensions de conférences qui ont été données à l'Université pour tous. Donc tout ça, ça fait un cocktail qui a abouti à l'ouvrage dont vous voyez la couverture et que vous pourrez acheter en sortant, pas cher du tout. Et ce livre a pour objectif de fixer des repères dans ce qui est dimension de la matière. Alors en termes de repères, à une petite échelle pour commencer, notre maître étalon que tout le monde connaît, et on va s'intéresser à ce qu'il y a en dessous. Alors on va avancer par pas de 3 dans les unités. Donc la première, tout le monde la connaît, c'est le millimètre, le millième de mètre. Vous repérez pour les non-scientifiques l'écriture en puissance de 10, donc 10-3, 3 chiffres après la virgule. Vous connaissez peut-être moins l'unité suivante, qui est le millième de millimètre, donc le micromètre, ou millionième de mètre. Et puis, dans cette échelle, j'ai placé un élément qu'on connaît tous, le cheveu.
Alors on lui a donné une taille d'un diamètre de 100 micromètres, mais certains cheveux sont un peu plus fins, mais on a arrondi un peu pour faciliter le repérage. Donc on va voir que ce cheveu va nous servir de repère tout au long du voyage. Et en particulier, il a un intérêt, c'est qu'il représente sensiblement notre limite la limite de ce qui est visible à l'œil nu. En gros, le 10e de millimètre. En dessous, ça devient difficile de voir. Vous allez me dire, ça dépend des gens, de l'âge, ok, mais on est sur des grandes lignes. Et ce cheveu étalon, vous le retrouvez sur l'image à droite, grossi 800 fois dans l'ouvrage. On est dans de la microscopie à balayage, mais on y reviendra. Et ce cheveu étalon sera présent dans les différentes images du livre avec la taille qu'il aurait au grandissement proposé pour l'objet de l'image du livre. Ce qui fait que vous allez avoir des cheveux qui mesurent jusqu'à 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres et même 4800 mètres d'épaisseur pour les plus forts grossissements qu'on a pu faire. Donc ça sera notre modèle étalon. L'idée étant de se repérer, comme je le disais, dans les dimensions de la matière, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, parlons des éléments petits. Diapo, peut-être. Ah non, encore un mot. Vous remarquez la présence d'une BD. Alors, comme on est férus de culture scientifique tous les deux, on a eu l'idée de mettre un scénario derrière cet ouvrage. C'est l'histoire, le périple de 2 adolescents qui découvrent une application magique qui s'appelle Agranditout, et vous imaginez que dans leur vie courante, ils vont flasher tout ce qui les entoure pour pouvoir observer différents objets. Je signale aussi que les dessins style manga super chouettes sont de Edgar Anselme, qui a assuré tous ces dessins. Est-ce que j'ai encore des choses? On peut voir la diapo suivante. Ouais, non, on revient. Avant de vous montrer un microscope, je suis venu avec plein d'accessoires, non, pas beaucoup. Qui dit grossir, dit la loupe classique de Sherlock Holmes, qui va nous amener à des grandissements de l'ordre de 5 fois, les meilleurs peut-être 10 fois. Donc on ne va pas aller très très loin avec ça. Et là on peut envoyer le micro. Hop. Depuis fort longtemps, les humains ont réussi à associer plusieurs lentilles pour améliorer le grandissement. Ce vieux microscope assurait déjà pas mal en termes de grandissement, et en plus il était très beau. Ceux d'aujourd'hui sont plus performants, beaucoup moins beaux, mais ça fait rien. Alors je vous rappelle un peu le principe du microscope, hein, c'est que on pose un échantillon sur ce qu'on appelle la platine, que vous retrouvez ici, et on observe cet échantillon par transparence. C'est-à-dire qu'il y a une source lumineuse, et l'observateur qui est là-haut regarde ça par transparence. Vous doutez bien qu'il est indispensable que l'échantillon soit translucide. Si vous avez la chance d'observer quelque chose qui laisse passer la lumière, vous n'avez rien à faire. Si ce n'est pas le cas, à vous de le couper en tranches suffisamment fines pour que la lumière passe au travers. Soit on coupe, soit on érode si le matériau n'est pas coupable, et on érode jusqu'à ce que ce soit mince, mais le principe reste le même. Il faut fabriquer un échantillon très mince. Diapo suivante. Un petit mot sur l'épaisseur de l'échantillon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon échelle tout à l'heure, hein, mais on va faire des coupes en biologie qui sont de l'ordre de 5 à 10 micromètres. En géologie, on peut se payer un peu plus épais que ça, mais pas beaucoup. Donc 5 à 10 micromètres, vous vous rappelez que c'est le millionième de mètre, le micromètre, donc on est sur des coupes déjà bien minces. Pour vous aider à comprendre, voilà mon cheveu, quand je vous disais qu'il n'allait pas nous lâcher. Le voilà, et imaginez que dans son épaisseur, hein, on réalise 10 coupes dans l'épaisseur du cheveu. Il ne s'agit pas de couper le cheveu en longueur, mais dans son épaisseur. Alors, quelques mots sur d'autres outils. La loupe binoculaire qu'on trouve sur beaucoup de paillasses de scientifiques, c'est une loupe qui grossit un peu plus quand même que ma vieille loupe de Sherlock Holmes. Avec ça, on va monter à 50 ou 100 fois
Donc c'est un peu mieux, mais quand même beaucoup moins que le microscope que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui, pour les meilleurs, hein, va atteindre des grandissements de 2000. Disons que la plupart du temps, déjà quand on atteint 1000, on est déjà bien content et l'image n'est pas toujours d'une très grande beauté. Petite synthèse de ce qu'on vient de voir avec en bas cette échelle des longueurs. Vous retrouvez notre mètre, le millimètre, le micromètre. À l'œil nu, comme je vous le disais, on descend en gros au dixième de millimètre, 0,1 mm, l'épaisseur de votre cheveu. Avec le microscope que l'on vient de voir, on va aller au dixième de micromètre. Donc, si vous faites les calculs, 10 moins 7 mètres. Très bien. Alors moi je prends la suite parce que si on veut bien sûr obtenir des grandissements plus importants et une résolution bien meilleure, la solution c'est de remplacer la source de photons du microscope photonique par une source d'électrons. Alors là je vais vous présenter un petit peu le microscope électronique à transmission du centre de microscopie électronique stéphanois. Vous voyez qu'il est imposant par sa taille. Ici on a le canon, dans le canon il y a un filament de tungstène qui est chauffé par le câble électrique qui arrive ici. Les électrons vont se propager sous forme de faisceau à l'intérieur de la colonne qui est sous vide, sous un vide relativement poussé, puisque les électrons ne peuvent pas se propager dans l'atmosphère, sinon ils rentreraient en collision avec les molécules de gaz et on n'arriverait pas à avoir un faisceau suffisamment concentré et cohérent. L'échantillon que l'on va pouvoir observer, on l'introduit ici, au niveau d'un sas d'introduction, qui fonctionne un petit peu comme un sas dans un sous-marin, c'est-à-dire on peut passer de l'atmosphère au vide très poussé de la colonne. Et on obtient sur un écran fluorescent, qui est agrandi ici, une image de l'objet observé. Alors cette image peut être on peut régler l'image, améliorer la netteté avec une loupe binoculaire et on peut observer directement. Alors anciennement, bien sûr, sous cette colonne, il y a des boîtes de négatifs et à ce moment-là, le faisceau impressionne le négatif qui lui-même peut être ensuite développé dans une chambre noire et ensuite tiré sur un papier. Alors ça, c'était autrefois. Les choses ont évolué maintenant. On est à l'ère du numérique. Donc la plupart des microscopes sont numérisés et celui-ci, nous avons, pour le numériser, nous avons fait installer une caméra ici en bas de colonne, voilà, que vous retrouvez ici. Voilà. À ce moment-là, le faisceau va impressionner un pavé CCD, le signal va être ensuite analysé, numérisé et donner l'image que vous pouvez voir ici sur l'écran du PC. Voilà. Je crois avoir tout dit là. L'image suivante. Donc là, on va revenir à notre échelle des unités de longueur pour placer cette fois une valeur supplémentaire dans l'infiniment petit, c'est-à-dire le nanomètre, 10-9 mètres. Et on reprend le schéma de tout à l'heure en rajoutant sur ce schéma la position du microscope électronique qui permet d'aller voir jusqu'au niveau des atomes, donc de l'ordre du nanomètre, à ce niveau. Voilà. Suivant. Alors, cette microscopie électronique à transmission, c'est pas un appareil simplement presse-bouton, c'est une vraie technique, c'est un vrai métier, et il y a deux contraintes principales, donc j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, c'est la réalisation d'un vide relativement poussé dans la colonne pour permettre aux électrons de se propager. Il y a des pompes qui pompent en permanence l'air qui se trouve dans le microscope. Ça, c'est la première contrainte. Et puis la deuxième, c'est de réaliser des coupes ultra fines. On a déjà parlé, tout à l'heure, Alain a parlé des coupes le plus fines possible pour être traversées par le faisceau de photons. Mais là, c'est pareil. Pour obtenir une image correcte, il faut absolument que l'échantillon soit ultra mince. Alors, pour réaliser ces coupes, on utilise des appareils qui s'appellent des ultramicrotomes. En voici un ici. Voilà, ils sont équipés d'une binoculaire, parce que évidemment tous les réglages se font sous l'eau binoculaire, c'est assez minutieux. Et on va s'intéresser à cette zone-là, qui est agrandie sur cette image. Sur ce porte-échantillon, on a placé un échantillon biologique inclus dans la résine, c'est un petit bloc de résine.
donc bien fixé. On a approché ici une lame diamant, ou couteau diamant, qui est montée par le constructeur avec un godet métallique dans lequel on a mis de l'eau. Alors on fait une approche, on démarre ensuite le moteur, puisqu'il y a une motorisation, et à chaque passage de l'échantillon devant le couteau, si tout se passe bien, on obtient une coupe, et on peut obtenir un ruban de coupe. Alors vous voyez ici, il est très petit, là, en blanc, et ce ruban de coupe se dépose à la surface de l'eau. Alors la solution ensuite pour récupérer ces coupes, pour pouvoir les introduire dans le microscope, il n'y en a pas beaucoup, il y a simplement, on a une grille de cuivre, comme une petite épuisette, une petite écumoire si vous voulez. Soit on passe sous le ruban et on l'attrape comme ça, ou on retourne la petite grille dans une goutte d'eau, voilà, pour pouvoir l'observer. Voilà, on va revenir sur cette diapositive qui concerne l'épaisseur d'échantillons. Alors en microscopie photonique, on a réalisé environ dans notre épaisseur de cheveux une dizaine de coupes, entre 5 et 10 micromètres. Là, pour l'électronique, on va aller jusqu'à pratiquement 1000 coupes, hein, suivant l'épaisseur, bien sûr, des coupes réalisées qui peuvent aller entre 50 et 150 nanomètres. Alors, le deuxième microscope électronique, c'est un microscope électronique à balayage. Alors là, je vous présente aussi celui du centre de microscopie stéphanois. Il comporte évidemment les mêmes organes. Là, on a toujours un canon avec un filament à l'intérieur, une colonne, et ici une grande chambre qui permet d'introduire des échantillons assez volumineux, hein, jusqu'à à peu près 15 cm de diamètre. Alors cette fois, il n'y a pas vraiment besoin normalement de trop préparer l'échantillon, en tout cas pas besoin de le couper, puisqu'on peut le mettre en entier dans la chambre du microscope. Le faisceau d'électrons va balayer la surface de cet échantillon, et là de la même manière on récupérera un signal qui va être numérisé, voilà, et qui va donner l'image que l'on obtient ici sur l'écran du PC. Voilà. Donc on fait un peu une économie de préparation suivant les différents types d'échantillons. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les images qui sortent des microscopes électroniques sont des images en noir et blanc, hein. Ça c'est dû à la longueur d'onde des électrons, qui ne sont pas, la longueur d'onde n'est pas dans le visible, hein, comme pour les photons. Et nous avons, décidé de coloriser un certain nombre de ces images pour les rendre beaucoup plus attractives et compréhensibles, hein. Voilà. Alors ici, on a l'image native qui sort directement du microscope à balayage. Et voilà une image agrandie, toujours au microscope à balayage, mais colorisée. Alors on repère ici les écailles, hein, qui sont les cellules mortes en fait du cheveu. Le cheveu, c'est un long poil qui croît de 1 à 4 ans en continu, environ une croissance d'1 à 2 cm par mois suivant les personnes. Il est constitué de kératine, une protéine qui est la même que celle des ongles. Et les cheveux, ce sont des bons absorbants, hein. Ils sont utilisés, par exemple, pour détecter les pesticides. Dans la presse, vous avez peut-être entendu dernièrement des enfants d'une école maternelle de Bordeaux qui ont été testés. Leurs cheveux avaient un taux de pesticides très élevé. L'école est située à côté des vignes, évidemment extrêmement traitées. La police scientifique également utilise les cheveux pour détecter des stupéfiants, des traces de stupéfiants. Alors on va vous montrer quelques exemples. Alors le premier exemple ici, c'est une image qui a été obtenue en microscopie photonique, hein, donc colorée chimiquement, hein, et non pas informatiquement. Donc ici un vaisseau, donc vous voyez la paroi du vaisseau de ce côté et de l'autre, là c'est la lumière. Il faut toujours se représenter, en fait, on regarde une coupe, c'est-à-dire quelque chose en 2D, hein, un objet en 2D qui en fait fait partie d'un objet en 3D. Hein. Ça c'est très important de se représenter ça. Voilà. À l'intérieur de la lumière, il y a des petits globules qui sont en fait des sacs, les hématies, hein, ou globules rouges, qui contiennent l'hémoglobine, qui transportent l'oxygène. Alors, sur la diapo suivante, on a essayé d'observer ce qui se passait au niveau d'une blessure.
de la peau et de petits vaisseaux qui cassent, bien sûr. Et à ce moment-là, il y a hémorragie. Les hématies que l'on a colorisées ici se déversent. Et pour stopper ce phénomène-là, il y a le phénomène d'hémostase qui se met en route naturellement avec la fabrication d'un bouchon ou caillot grâce à une protéine filamenteuse, la fibrine. C'est ce que vous voyez ici en réseau, ici cette espèce de filet de réseau qui va stopper l'hémorragie. Dans le cas, bien sûr, de maladies génétiques comme l'hémophilie, merci, à ce moment-là, il y a un défaut de coagulation. On revient à notre échelle des unités de longueur pour placer l'hématie à ce niveau, c'est-à-dire 10-5 mètres, donc environ des hématies 7 à 10 microns, voilà, quelque chose comme ça. Alors, exemple suivant, il s'agit d'intestin de souris. Alors, la première image a été obtenue toujours en microscopie photonique, avec une colorisation chimique. Là, on a aussi une coupe dans l'intestin qui est un tube, hein, pour résumer. Ici, on a la lumière, la paroi intestinale avec les cellules épithéliales allongées, et les noyaux pour la plupart. Et puis, cette bordure un peu épaissie, hein. Donc si on veut voir un petit peu plus loin ce qui se passe sur cette bordure, eh bien on passe avec la microscopie électronique, on réalise des coupes et voilà l'image obtenue au niveau de 2 cellules épithéliales adjacentes. Et cette bordure évidemment donne beaucoup plus de détails. Il s'agit de bâtonnets, hein, d'une série de bâtonnets. Ce sont des microvillosités qui en fait leur rôle est d'augmenter la surface d'absorption de l'intestin. Donc les nutriments qui circulent ici dans la lumière vont être absorbés plus facilement, en plus grande quantité, et ensuite continuer leur voyage en traversant les cellules épithéliales jusqu'au sang. L'exemple suivant, il s'agit du muscle strié. Alors la première image a été obtenue toujours en microscopie photonique. On a ici un faisceau de fibres musculaires ou cellules musculaires, en voici une ici. Ces cellules musculaires montrent à l'intérieur une structure, une espèce de striation. Pour y voir un peu plus clair, on a observé ces cellules avec le microscope à balayage. Et là, on s'aperçoit qu'on a en fait un faisceau de myofibrilles, hein, dans cette cellule musculaire. Et pour bien comprendre, on en a colorisé une seule, là, parce qu'on en a plein, mais on a colorisé celle-ci. Et à la surface de ces myofibrilles, on se rend compte qu'il y a encore une striation un petit peu en relief. Donc pour aller encore un peu plus loin dans l'ultrastructure du muscle, on est passé en microscopie électronique à transmission. Et voilà, la myofibrille qui se trouve là, bon, celle-ci ou une autre, on la retrouve ici, on en retrouve d'autres, et on se rend compte qu'à l'intérieur, on a des myofilaments, c'est-à-dire des petits filets là, que vous voyez ici. Alors ces myofilaments sont des myofilaments protéiques d'actine et de myosine. Quand un message nerveux arrive au niveau du muscle, en fait, ces filaments sont capables de coulisser les uns par rapport aux autres. En cas de contraction, eh bien, ils se rapprochent, hein, et si on va jusqu'à une contraction ultime, eh bien, on peut avoir une crampe. Et le message d'étirement, c'est le message inverse. Les filaments s'écartent, s'étirent, s'éloignent, et à ce moment-là, il y a étirement, et on peut aller jusqu'au claquage. Voilà. On revient chez moi pour cette dernière observation d'organes du corps avec la cornée. La cornée, c'est un petit hublot transparent à l'avant de l'œil. Et cette cornée, que vous voyez ici en coupe en microscopie photonique, est un stroma, c'est le nom qu'on donne à cette masse, bordée par 2 épithéliums de chaque côté, un côté extérieur et côté intérieur de l'œil. Et ce qui va nous intéresser là, c'est ce fameux stroma qui est constitué par un empilement de fibres de collagène. Alors vous ne les voyez pas, mais je les décris dans ce sens. Et ce que vous repérez, ces taches rouges sont les noyaux de cellules de la cornée. Je ne retrouve plus leur nom. Kératocytes. Kératocytes, merci, décidément. C'est ça les retraités. Hein, non mais vous rigolez, mais... Ne riez pas trop. Riez pas trop. Donc les noyaux de ces kératocytes
apparaissent en coloré. Et pour essayer de mieux voir l'organisation fine de ce stroma, je vous propose une vue en microscope électronique que voici. Alors, ça, c'est le fameux kératocyte dont on voyait le noyau tout à l'heure coloré. Vous voyez que c'est une cellule très allongée. Et ce qui nous intéresse surtout, ce sont ces fameuses fibres de collagène. Alors, je vous en montre 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous imaginez que ça se poursuit de chaque côté. En fait, notre cornée est constituée de 250 de ces couches de fibres de collagène. Pour vous donner une idée, cette cornée que vous voyez là à l'écran, si je vous la montrais en entier, elle ferait à peu près 60 mètres d'épaisseur. Et cette organisation de la cornée est vraiment magique, puisque à l'intérieur de ces fibres de collagène, donc en voici une, hein, il y en a une marquée par la flèche, eh bien on trouve d'autres éléments allongés qui sont cette fois des fibrilles, toujours de collagène. Alors elles apparaissent soit sous forme de points quand elles sont coupées transversalement, soit sous forme de traits quand elles sont coupées dans le sens de la longueur. Donc ces 250 couches sont un peu imbriquées, certaines dans la longueur, certaines dans l'épaisseur. Et cette organisation a de multiples qualités. D'une part, cette cornée est assez solide, résistante mécaniquement. Et puis aussi, elle assure déjà, c'est la première lentille de l'œil quelque part, elle va focaliser les rayons lumineux avant de les envoyer sur le cristallin qui fera le reste du travail. Mais ce travail de lentille, on s'en rend compte parce que les opticiens ont trouvé depuis quelque temps qu'on pouvait modifier le pouvoir de concentration de la lumière par cette cornée en creusant un peu dedans. Et on peut, au lieu de porter des lunettes ou des lentilles, se faire ratiboiser un peu la cornée pour corriger sa vue. Donc tout ça, bien sûr, avec modération. Et puis, cette cornée est aussi richement innervée. On sait que moindre poussière dans l'œil, on ressent des douleurs assez fortes. Donc c'est un tissu particulièrement intéressant. Enfin, en cas de cornée vraiment usagée, la greffe de cornée est un grand classique de la médecine. Et à Saint-Étienne, on a la chance d'avoir un des labos les plus performants mondialement dans ce domaine, hein, puisque on a un labo qui bosse sur la cornée depuis longtemps, qui la met en culture, qui la transfère, etc. Donc n'ayez aucun souci pour votre cornée. En habitant Saint-Étienne, vous êtes tranquille. Dia suivante. Alors, la cornée peut subir des dommages. En voilà un pas marrant du tout. Celle-ci a été infectée par un virus de l'herpès. Et ces petites sphères que vous voyez, ce sont des particules virales. Donc vous imaginez la prolifération des virus, hein, c'est leur grande force, c'est de se multiplier très très vite dans les cellules. Donc on peut avoir une invasion très très brutale de ces virus. Diapo suivante, puisqu'on parle de virus pour la première fois dans cet exposé, on revient à notre échelle et vous remarquez que le virus se positionne dans ce qui est déjà très petit, puisqu'on est au 10e de micromètre. Dia suivante, oui. Alors, là on est toujours dans l'invasion, mais quand même moins méchante, hein, puisqu'il s'agit du puceron. Ce petit puceron qu'on retrouve avec plaisir, entre guillemets, sur nos rosiers chaque été. Le voilà en microscopie à balayage. Ce qui le caractérise, je peux déjà vous montrer sur cette image son rostre. C'est ce qu'on appelle un insecte piqueur-suceur. Il a un cousin qu'on connaît bien aussi, le moustique, dont on parlera tout à l'heure. Lui, il pique les plantes, donc ça nous dérange moins. Cet animal récupère la sève de la plante, et comme la sève est un élément peu nutritif, pour avoir sa dose de protéines en particulier, il est obligé d'en consommer des grandes quantités. Et cette masse de liquide trop importante se traduit par une sécrétion permanente d'un liquide qu'on appelle le miella, et que d'autres insectes adorent. En diapo suivante. Les fourmis récupèrent régulièrement ce miella. Alors là, si vous avez de bons yeux, hein, il y a une petite goutte, elle peut être plus forte, hein, mais lui, il est en début de... Ou alors il s'est déjà fait manger par une fourmi, j'en sais rien. Donc,
Ces fourmis limitent un peu les pullulations de ces pucerons, parce que le puceron a deux modes de reproduction. Un classique, reproduction sexuelle, tout le monde connaît, un mâle, une femelle, des œufs, bon ça prend du temps, ça se passe à l'automne et les œufs passent l'hiver et ils éclosent au printemps. Donc si avec ça serait pas un problème. Mais les femelles qui vont naître de ces œufs de printemps sont parthénogénétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque femelle, toute seule, sans se préoccuper de chercher un mâle, va produire d'autres femelles. Et cette reproduction asexuée, sans rapport sexuel, est très efficace. Et en rien de temps, on a une explosion de la population à base de multitudes de femelles nées de femelles vierges, on les appelle les femelles virgines, et elles se reproduisent comme ça à très grande vitesse. Alors les fourmis nous arrangent pas parce qu'elles protègent les pucerons d'autres prédateurs, puisqu'elles en tirent parti. Vous savez que les coccinelles, en particulier la larve de coccinelle, mange volontiers des pucerons. Diapo suivante, un petit mot sur la fourmi, puisqu'on était sur elle. L'œil de fourmi est un œil composé, un élément qu'on va retrouver chez différents animaux comme les insectes, les crustacés, etc. Œil composé, pourquoi? Parce que formé de centaines, voire de milliers de petits yeux. Chacun de ces petits ronds est un œil. Alors on appelle ça une omatidie plutôt qu'un œil. C'est un œil simple, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une cornée sur chacun, hein, si on regardait comme chez nous. Alors ces yeux sont par centaines et par milliers. Ils sont fonctionnels, bien sûr. La question que les scientifiques se posent encore, c'est comment la fourmi perçoit le monde à travers ces centaines d'yeux à la fois. Est-ce qu'elle reçoit une image mosaïque avec plein de juxtapositions? Est-ce qu'elle fait une synthèse dans son système nerveux? Pour l'instant, ça reste un peu problématique. Suivante. Ah bah c'est plus moi. On va changer un petit peu. Alors là, on a une bestiole bien sympathique, hein, le moustique, tout le monde le connaît. Bon, on a une première image macro, hein, voilà, et puis ce moustique, ben, on l'a mis dans la chambre du microscope à balayage, et on a obtenu cette image. Alors on a colorisé certains éléments pour les mettre en évidence, l'œil par exemple, les deux antennes, les palpes labiaux, et puis en particulier cette trompe qui nous intéresse particulièrement ici. Donc, vous voyez qu'on a mis aussi sous l'image l'extrémité d'une aiguille d'injection. Et tout ça, c'était pour comparer la taille de cette trompe avec l'aiguille d'injection. En fait, quand le moustique perce votre épiderme, il injecte un petit peu de salive anticoagulante et il aspire du sang. Voilà. Et vous voyez, il y a une différence de taille qui est relativement notable. Alors, cette injection de salive, ben, ça peut être problématique parce qu'il peut y avoir des parasites. Hein, donc, c'est comme ça qu'on peut attraper le paludisme, la dengue, etc. Bon, ça c'est moins intéressant. Et du coup, on s'est intéressé à cette trompe, à l'extrémité, en la grossissant un petit peu plus, et on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un outil extrêmement performant. Elle est composée de 4 stylets très acérés qui permettent de découper en fait l'épiderme et d'un canal central qui permet donc d'aspirer le sang de la victime. Et des chercheurs japonais, dernièrement, ont réussi à fabriquer des aiguilles hypodermiques aussi fines que la trompe du moustique, de façon à ce que la piqûre, quand il s'agit d'un patient, soit beaucoup moins douloureuse. Alors, une autre image, ici, avec une belle aile de papillon bien colorée. Alors, en fait, le papillon, il fait partie de la famille des lépidoptères, qui vient de lépidos, qui veut dire en fait en grec écaille, et ptère, aile. Et c'est bien ce qu'on remarque ici lorsqu'on passe de l'image macro à l'image, enfin macro sous la lobe binoculaire, à l'image sortie du microscope à balayage, où on a en fait un empilement d'écailles, un peu comme les tuiles d'un toit, quelque part. Alors, les couleurs de l'aile du papillon, elles sont dues soit à des pigments, soit à de la diffraction de la lumière. Et là, en un peu plus grand, toujours au microscope à balayage, on a colorisé une partie de ces écailles. Là, on a en fait, sur ce papillon-là, 3 écailles différentes, hein, vous voyez, de formes différentes, même celles-ci qui sont très fines. Alors, elles jouent également le rôle de
un peu de panneaux solaires. Hein, le matin, au premier rayon du soleil, elle capte la chaleur pour réveiller le papillon. Alors une autre petite bête du groupe des arthropodes, proche en fait des araignées, des tiques. Il s'appelle Acarius siro. C'est un acarien que les fabricants de tomes installent, enfin infectent sur leur tome carrément pour pouvoir réaliser un affinage. Et donc ces bêtes sont ensemencées, elles mangent la croûte du fromage, elles creusent des galeries, elles aèrent du coup le fromage et ce qui donne une certaine saveur, ce qu'on appelle l'affinage. Alors c'est une bête, dans son développement on part de l'œuf bien sûr, ensuite on a plusieurs stades larvaires, là vous en avez un ici. On passe aussi par un stade de nymphe pour arriver à l'adulte que vous trouvez ici avec ces 4 paires de pattes. Hein, voilà. Il est d'une taille environ d'un demi-millimètre, donc il est tout à fait visible quand même à l'œil nu ou avec une loupe à main sur les fromages. Hein. Donc il y a des gens qui les tartinent sur le fromage, d'autres pas, ça dépend. Il est normalement inoffensif, bien sûr, sauf s'il prolifère beaucoup, il peut déterminer des allergies. Rendez-vous aux falaises d'Étretat avec cette coquille d'œuf vue au microscope à balayage. Alors la coquille d'œuf est assez spectaculaire aussi parce que elle est à la fois légère et solide. Elle doit sa solidité à une organisation en cristaux de carbonate de calcium, c'est la partie ocre de cette image. Plusieurs couches de cristaux produits dans l'oviducte de la poule pendant la ponte. Et puis ces cristaux se déposent petit à petit sur ce qu'on appelle les membranes coquillères qui ont été colorisées en vert ici. Membranes coquillères qui sont à l'intérieur de l'œuf, le blanc d'œuf est collé à ça. Il paraîtrait, récemment découvert, mais pour l'instant pas trop commercialisé, que ces membranes coquillères auraient un effet bénéfique contre l'arthrose. Donc quand j'ai su ça, la première fois que j'ai pris un œuf de puits, j'ai essayé de les décoller pour en manger, mais alors c'est extrêmement collé contre la coquille. Donc j'attends qu'un pharmacien fabrique de l'extrait de membrane coquillère pour soigner mon arthrose. Diapo suivante. Toujours, alors cette fois on revient dans le monde végétal avec les pollens, colorisés artificiellement sur ordinateur, hein, dommage ils ne sont pas comme ça dans la nature. Ces pollens, vous remarquez qu'ils ont des formes différentes, ça permet bien sûr de repérer et d'identifier les végétaux auxquels ils appartiennent. Vous avez une petite liste ici, je ne vais pas la détailler, j'attire éventuellement l'attention sur lui. Chaque printemps, on entend parler du pollen de bouleau qui est particulièrement allergisant et on donne même des densités de pollen pour les jours les pires où il est conseillé de rester chez soi. D'un point de vue scientifique, les pollens sont très utiles pour identifier les végétaux présents dans les vieux sédiments. On peut retrouver des pollens intacts et les identifier et savoir ainsi quels végétaux poussaient sur notre planète il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Toujours dans les pollens, la diapo suivante, sur le pissenlit pour vous montrer tous ces décors entre guillemets hein, qui apparaissent sur les grains. Alors ici on en a fait une galerie de portraits de masques africains, mais chaque espèce de pollen présente ses protubérances, ses creux, ses formes, sa dimension, qui la rend unique et caractéristique de l'espèce. Diapo suivante. Avec cette image d'un pétale de fleur, qu'on reconnaît bien parce que c'est la couleur, hein. C'est un pétale de rose. Alors, c'est intéressant de dire un petit mot de cette cellule, de ce pétale. Vous voyez la surface du pétale qui est constituée d'un assemblage de cellules épidermiques, hein, ces petits mamelons roses là. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est ces glandes rose pâle qui sont en fait gorgées de parfums, des composés volatiles produits par la rose.
Et si la rose a une odeur, eh ben c'est grâce à ce parfum accumulé sur les cellules épidermiques. Alors il faut vous dire que les gens qui font les roses, on les appelle les obtenteurs, c'est les gens qui créent de nouvelles variantes. Dans l'ensemble, on ne va pas généraliser, mais ils privilégient à la fois la forme, c'est-à-dire le nombre de pétales, la couleur de la rose, mais très peu s'intéressent à l'odeur de la rose. Donc la plupart des roses que vous trouverez chez les fleuristes n'ont que peu d'odeur. Mais il existe quelques variétés très, très odorantes, et les obtenteurs sont capables de le faire. C'est la suite. Oui, enfin, je voulais juste faire une petite transition sur cette image de rose, parce que quand on a acquis le microscope à balayage au centre de microscopie, il y a une vingtaine d'années, cette image, c'était une des premières images qu'on a réalisées, et c'était vraiment très innovant, parce que personne n'avait encore vu, en tout cas à Saint-Étienne et dans la région, le parfum de la rose, au sommet de ces petites gouttelettes, là, au sommet des cellules épidermiques. Voilà, c'était juste pour rappeler ça. Avec BVPAM. Avec, oui, bien sûr, le laboratoire BVPAM, voilà, qui travaille sur les roses, comme tout le monde le sait. C'était une très belle image. Alors, on va continuer dans le domaine végétal, cette fois avec une feuille de menthe, la face inférieure d'une feuille de menthe. Alors, vous voyez ici, on a l'impression qu'on est un petit peu dans une forêt. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, on va un petit peu détailler. On a ici les cellules épidermiques qui ressemblent un peu à des pièces de puzzle qui s'imbriquent les unes dans les autres. On a colorisé ici un autre type cellulaire, il s'agit des stomates, stomates qui veut dire bouche en grec, qui ont un rôle très important dans la respiration et la photosynthèse de la plante, bien sûr. Et puis on a ces grands poils, entre guillemets, ce ne sont pas des poils, mais qu'on appelle trichomes. Ils sont articulés, ils protègent un petit peu la plante de la déshydratation. Et pour finir, ces belles sphères, là, ces globules, il y en a 3 ici, 4, et les plus petits qui sont pédonculés, ce sont des glandes sécrétrices, c'est elles qui contiennent les huiles essentielles, le menthol, enfin le parfum de la menthe. Alors, je pense que chacun d'entre vous, à un moment ou à un autre, vous avez dû froisser une feuille de menthe. Quand vous froissez la feuille de menthe, en fait, vous faites éclater ces petites glandes qui sont quand même très fragiles, et vous répandez le parfum. Voilà, alors là, un autre exemple végétal, cette fois c'est chez l'ortie. Alors là aussi, il y a des trichomes, alors il y en a des tout petits comme ça, mais ceux qui nous intéressent, ce sont ces grands-là qui sont fabriqués à base de silice, qui contiennent de la silice. Et on s'est aperçu, en les observant au microscope à balayage, qu'à l'extrémité, on y avait des petites ampoules, qui ont grossi ici. Lorsque vous frottez à une feuille d'ortie, tout le monde a dû faire cette expérience, on a tout de suite des rougeurs, des démangeaisons, ça pique, c'est assez désagréable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces trichomes, l'extrémité des trichomes a été cassée, et il y a un liquide très urticant qui est à l'intérieur, qui a été synthétisé à l'intérieur et accumulé, et qui se répand à la surface de votre peau. Donc c'est ce qui rend ces irritations très pénibles. Alors ça, c'est les côtés négatifs de l'ortie, mais il y a quand même des côtés positifs. C'est un végétal qui est très riche en vitamine C, et en fait, il est très prisé par un grand nombre d'insectes. Il est aussi utilisé dans la gastronomie, les soupes d'ortie, certains l'ont sûrement déjà goûté, en médecine. Et puis également, on peut fabriquer des filets de pêche, figurez-vous, avec l'ortie, parce que c'est extrêmement résistant. Voilà. Alors ici, on a un très beau panier coloré de poivrons du jardin. Je précise, parce qu'il vient des jardins, de nos jardins. Et ces poivrons appartiennent à la famille des solanacées, c'est la même famille que les tomates, les piments ou même les pommes de terre. Et il y a énormément de couleurs différentes qui sont dues à des pigments qui sont contenus dans des organiques qui s'appellent les plasques que l'on retrouve dans l'épiderme. Et nous, ici, on s'est intéressé particulièrement au mûrissement du poivron vert qui va devenir poivron rouge au moment de la fin de ce mûrissement. Voilà. Alors pour voir ça en détail, qu'est-ce qui se passe? On est allé faire des images
de microscopie électronique. On a coupé le poivron, on l'a inclus, et puis on a observé. Et on s'est rendu compte que dans l'épiderme, dans les cellules épidermiques, il y a ce qu'on appelle ces organites les plastes. D'abord des chloroplastes, chloro qui veut dire vert, en fait, qui se présentent avec des empilements de feuillets, c'est le siège de la photosynthèse, donc riche en chlorophylle. Et au fur et à mesure du mûrissement, ce qui se passe, c'est que ces feuillets vont disparaître au profit de granules gorgés de pigments caroténoïdes, rouge-orangé, et on aura à la fin, finalement, plus un chloroplaste, mais un chromoplaste, et le poivron aura mûri. Voilà. Voilà, et je veux vous proposer un petit plongeon dans un lac bien vert, voilà, si ça vous dit, bien rafraîchissant. En fait, la couleur de ce lac, elle est due à des bactéries qu'on appelle les cyanobactéries, et une prolifération importante, puisque, vous voyez, c'est vert partout. Donc on a fait un petit prélèvement, et on a observé ces cyanobactéries au microscope photonique, et on se rend compte qu'il s'agit de petites cellules individuelles, des globules. Ici, on en isole une, et après, on l'observe au microscope à transmission pour aller un petit peu plus loin dans l'ultrastructure. On a colorisé à l'intérieur certains organites qui sont les organites de la photosynthèse. Voilà, alors ces cyanobactéries, quand elles pullulent de cette manière, elles finissent par être toxiques, toxiques pour l'homme qui pourrait se promener au bord de l'étang ou du lac, même mortelles quelquefois pour des animaux. Il y a des chiens qui sont morts en s'approchant de lacs remplis de cyanobactéries. Et pourquoi elles pullulent? Eh bien parce qu'elles aiment bien les eaux qui sont riches en azote et en phosphore. Pour limiter cette prolifération, il faudrait limiter en fait les engrais qui comportent ces éléments. Voilà. Alors on va revenir sur notre échelle des unités de longueur, justement pour essayer de placer la bactérie sur cette échelle, puisqu'on ne l'a pas fait. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sauraient dire à quel niveau il faudrait placer la bactérie. Un micron et demi. Oui, très bien. Donc, diapo suivante, voilà, on place la bactérie ici à 10-6 mètres, l'ordre du micromètre. Voilà, maintenant. Vous avez entendu là? Refait. On refait. Oui. Oh, il marche mal. Il est très faible. Bon, vous le voyez bien. Le velcro, invention magique qui copie la nature, puisque c'est un peu ce qu'on appelle le biomimétisme, trouver dans la nature des éléments qu'on reproduit pour notre usage. Alors, ça vient d'une plante qui s'appelle la bardane et qui est particulièrement accrocheuse. Et la personne qui a inventé le velcro a appelé des deux noms velours pour la partie avec les boucles et crochets pour la partie ici en violet, velcro. Ce système maintenant équipe beaucoup de nos chaussures ou de nos vêtements, et il semblerait même, j'y étais pas, que la mission qui a marché sur la Lune avait certains équipements attachés par du velcro. En tout cas, c'est quelque chose de très fonctionnel et très solide. On reste dans la couture avec cette aiguille et son chat, une façon de montrer que la microscopie peut nous révéler les petits éléments de la vie quotidienne. Alors, cette aiguille, d'aujourd'hui, il y a des usines à aiguilles, d'ailleurs, je me suis un peu renseigné, c'est assez sophistiqué de fabriquer une aiguille, il y a 20 étapes successives. Et ce qui est amusant avec l'aiguille, c'est que dans des grottes datées de 20 000 ans, on trouve les mêmes en os, évidemment, pas en métal, mais vous dire que cet objet traverse les temps sans beaucoup de changements, à part sa matière. L'aiguille est toujours là. Alors, en voyant défiler les images, je me dis que si j'étais à vos places, je me dirais oui, mais c'est vraiment un inventaire à la Prévert, leur conférence. Il faut quand même que vous sachiez que dans l'ouvrage, on s'est creusé les ménages et qu'il y a un scénario, et qu'il y a une histoire, et que les deux adolescents vivent cette histoire illustrée par toutes ces images. Donc, pour connaître l'histoire, vous connaissez la suite. La diapo suivante. On est toujours dans ces petits objets du quotidien, donc des cristaux de sucre, c'est du saccharose, le saccharose qui est issu de certaines plantes saccarifères, la plus connue c'est la canne à sucre, mais il y a la betterave aussi. Alors ces cristaux de sucre, on les obtient par cristallisation du jus de ces plantes.
Et ça donne, dans le cas du saccharose, ces cristaux qui ont à peu près une dizaine de faces. Hein. Imaginez celles qui sont derrière. Donc, le sucre bien présent dans notre alimentation, le sucre même qualifié d'aliment addictif parce que on en veut toujours plus. Donc voilà, attention, pas trop de sucre. Diapo suivante. Avec cette image que je vous montre parce que on voudrait parler aussi de différents labos de l'université. Celui-là cette image vient d'un labo qui s'appelle l'Institut des matériaux polymères, c'est bien ça, IMP. Ingénierie, pardon. Et ce laboratoire travaille sur des matières plastiques de polymères de différentes natures, mais en particulier aussi se préoccupe de l'environnement et une branche de ce département s'est un peu spécialisée dans ce qu'on appelle les plastiques biosourcés, c'est-à-dire des plastiques à base de matières organiques naturelles qui ne laissent pas de traces dans l'environnement, et c'est une très bonne chose avec l'ère du plastique qu'on est en train de vivre, et on ne sait pas trop comment ça va se terminer, comment va se terminer cette histoire du plastique dans les océans, parce que personne ne peut le gérer. Alors on est ici avec ce petit exemple dans une matrice de caséine de lait dans laquelle on a pu incorporer des globules lipidiques dans lesquels on peut mettre soit des colorants, soit des renforçateurs de goût, enfin des éléments de goût. Mais tout ça pour vous dire qu'il est possible maintenant, et ça se fait à Saint-Étienne, de travailler sur des plastiques d'origine biologique, en grande partie. Diapo suivante. Et ça va être la dernière de notre voyage, avec cette fois l'observation d'un minéral, puisqu'on est dans du zircon. Ce sont des collègues géologues qui nous ont fourni cette image. Elle est là essentiellement pour vous montrer les limites qu'on peut atteindre avec la microscopie. Vous avez l'échelle ici, vous voyez qu'on est dans une fraction de nanomètre. Et ces taches blanches que vous voyez sont en fait des colonnes d'atomes dans ce cristal. Les atomes sont empilés d'une manière régulière et il s'agit d'atomes de silicium et de zirconium. Et on atteint là la dimension atomique, donc on est un peu à la limite de notre ouvrage. L'image dans le livre est grossie 60 millions de fois. À l'écran, elle l'est encore plus puisque je n'ai pas fait le calcul. 60 millions de fois, le cheveu, notre étalon que j'évoquais en début d'exposé, il mesure 4800 mètres de diamètre quand il est grossi 60 millions de fois. Donc vous voyez le trajet qu'on a parcouru vers cet infiniment petit. La diapo suivante, justement, nous place la dimension atomique dans notre échelle. Dixième de nanomètre, donc 10-10. Mon collègue Yvan nous parlait du picomètre, désolé, mais on n'en était pas là quand on a écrit le bouquin, on n'avait pas encore ce matos, donc pour la prochaine édition, on le mettra. Je sais plus ce qu'il y a après. Envoyé, on verra. Oui, c'est toi ça. Non, on revient. On revient, oui. C'est juste, ça sera pour toi la suite. Oui, tu peux revenir, Corinne, s'il te plaît? Voilà, merci. Oui, en fait... Avec le micro. Pardon, désolée. Oui, en fait, ici, c'est pour reprendre cette échelle des unités de longueur, pour vous montrer que, finalement, grâce à ces images de microscopie électronique, on a effectué un long voyage dans l'infiniment petit, hein, en partant du mètre. Et puis on a pu placer le cheveu, les cellules sanguines, les hématies, les bactéries, les virus et jusqu'aux atomes. Voilà, alors je voulais juste rajouter que ces techniques de microscopie photonique et électronique sont complètement complémentaires, hein, et incontournables dans divers domaines, la recherche fondamentale, le diagnostic, mais aussi les contrôles qualité au niveau de l'industrie. Et ces trois volets sont développés depuis 45 ans, pratiquement, au Centre de microscopie électronique stéphanois, hein, qui accueille des chercheurs, des doctorants, des médecins et aussi des industriels. Voilà.
Oui, alors en fait, vous avez vu notre voyage jusqu'à 10 puissance moins 10 mètres. Ça ne parle pas forcément 10 puissance moins 10 mètres, on sait pas, c'est petit, c'est certain. Alors on s'est dit, pour essayer de se figurer un peu le trajet qu'on a pu faire depuis notre mètre étalon, imaginons-le dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'autre côté du mètre, on commence évidemment avec 10 puissance 3 km, tout le monde le connaît. Ensuite, on a le mégamètre, un peu moins utilisé, le gigamètre, on en parlera rarement. Et alors, de l'autre côté de mon 10 puissance moins 10, la diapo suivante, j'ai 10 puissance plus 10. Et pour vous aider à réaliser la dimension que ça représente, c'est l'ordre de grandeur de la distance Terre-Mars. Si je vous dis qu'on met 3 jours pour aller sur la Lune et qu'on en met 200 ou 250 pour aller sur Mars, vous imaginez que c'est une distance quand même assez phénoménale. Donc ce trajet Terre-Mars, mine de rien, on vient de le faire dans l'autre sens. Hein. Donc on a quand même exploré assez loin dans les dimensions du vivant. Je sais plus ce qu'il y a après. Si c'est... Voilà, c'est bon, c'est pas la dernière diapo pour remercier tout d'abord le Centre de microscopie électronique stéphanois. On a mis le site, hein. En particulier Philippe Bien, qui est l'actuel directeur, et aussi en particulier Nora Malouk-Forge, qui est l'ingénieur responsable du centre, qui est ici dans la salle. Et donc, si vous avez une demande quelconque en microscopie électronique, n'hésitez pas à aller la voir, elle vous répondra et vous formera. Voilà. Et il y a aussi le laboratoire d'ingénierie des matériaux polymères, l'entreprise de Lactips, hein, qui est une entreprise stéphanoise, laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales, laboratoire de biologie animale, le laboratoire de biologie, ingénierie et imagerie pour l'ophtalmologie, le laboratoire de biologie des tissus ostéo-articulaires, et santé, ingénierie, biologie Saint-Étienne, et le laboratoire d'hémostase, inflammation, sepsis au centre de biologie Est à Bron. Et pour terminer, le laboratoire de géologie de Lyon, Terre, planète, environnement, ainsi que le laboratoire de géologie de Saint-Étienne. Merci de votre attention. Je crois qu'il est possible de poser des questions. Enfin, c'est ça, les réponses, on verra après. On peut peut-être allumer. Tu sais, tu as su éteindre, tu sais, non, c'est pas toi. Oh, d'accord. J'aurais dû l'emporter. Merci beaucoup Alain et Isabelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut faire passer le micro dans la salle. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me posais la question parce que par rapport aux 2 microscopes que vous avez présentés, c'est quelque chose de récent parce que effectivement le microscope on connaît, mais la date de création de ces microscopes, parce que c'est du... Je vais essayer de répondre à Isabelle. Vous voulez connaître la date de création du centre de microscopie électronique stéphanois? Non, les 2 microscopes là, que vous avez présentés, il y en a un... Il y en a un qui a une vingtaine d'années, oui, ouais, voilà. Et l'autre qui a un petit peu plus, oui. C'est des microscopes qui sont déjà d'un certain âge, oui, et qui fonctionnent toujours. 20 ans, c'est pas très ancien, je trouve. C'est pas très ancien, ça dépend en fait. Mais pour un microscope électronique, oui, ça peut tenir largement ce temps-là. D'accord. Merci. Oui, bien sûr. Je vous remercie pour toutes ces informations-là. Par contre, j'ai vu que vous aimez le voyage, on aime aussi le voyage, et le voyage s'arrête jamais. Et l'ambition humaine aussi. Alors, Mars, c'est à côté, on est allé très très loin, et de l'autre côté, ça continue aussi. Et finalement, où on va? Voilà. On va, voilà. Bonne question. Eh bien, vous avez bien fait de venir, je vais vous le dire tout de suite. Le plaisir de la science, c'est que quand on résout une question, on s'en pose 3 autres. Alors, de ce côté-là, on est assuré d'avoir du boulot. C'est vrai que l'infiniment petit ne s'arrête pas à l'atome. Tout le monde a entendu parler de l'électron, des électrons qui tournent autour, et puis des protons, des neutrons.
Et puis si vous cassez du proton, vous trouvez des quarks, et puis après vous trouvez toute une fagotée de méons, mésons, leptons, bosons et compagnie, qui sont des particules complexes, voilà. Alors souvent c'est plus à coup de microscope, hein, c'est à coup d'anneaux du CERN, c'est-à-dire qu'on accélère des particules, poum, on les fait se rentrer l'une dans l'autre, et de l'explosion jaillissent d'autres éléments qu'on essaye d'assimiler. Mais c'est vrai que ça continue en dessous de notre dixième de nanomètre. Parce que justement, j'ai vu la CERN, et maintenant on arrive à trouver des antimatières qui durent un millier de secondes. Voilà, l'antimatière, oui. Quand j'étais enfant, donc je ne sais pas vous dire quand ça date, on parlait d'antimatière et ça me fascinait déjà. Parce qu'on disait, si un être en antimatière serre la main d'un être en matière, ils disparaissent tous les deux. Alors, vous imaginez, pour un gosse. Bon, c'est resté de la science-fiction longtemps, mais maintenant, en effet, des publications scientifiques commencent à nous dire qu'on a vu pendant un très bref temps, de même que là, il y a des lasers tellement qui émettent des émissions tellement brèves qu'on arriverait à voir, j'ai pas lu tout le détail, les électrons qui sont d'une mobilité extrême. Et donc là, ça ferait une sorte de flash de laser qui permettrait de le visualiser un peu. Comme quoi, bon, ça n'arrête pas. Et dans l'autre sens, hein, je vous explique pas, côté cosmos, la panique actuelle avec la matière noire, que personne ne comprend comment ça peut marcher. Donc, depuis janvier, paraît-il que matière noire, finalement, n'existe pas. Alors voilà, moi, je vais vous dire, ça fait des années que je le dis, mais personne ne m'écoute. Non, parce que chercher un truc, c'est peut-être la théorie à la base qui n'est pas bonne. Hein. Bon, enfin, je suis totalement incapable d'avoir un avis sérieux là-dessus. Est-ce que d'autres personnes veulent poser une question ? Alors, vous avez fait différentes recherches et vous êtes allé dans l'infiniment petit. Est-ce que ces recherches ont permis de faire avancer la science, ont permis de faire avancer des laboratoires dans quelle mesure? Est-ce que vous avez des exemples? La Cornée, simplement, déjà, hein, c'est un gros ça a beaucoup de travaux. Oui, vas-y, t'as le micro. Oui, non, je pensais à justement les travaux sur la Cornée, hein, qui sont venus. L'équipe de Philippe Burin est venue au centre il y a peut-être bien une vingtaine d'années, je pense, hein, pratiquement 15-20 ans. Donc ils ont extrêmement avancé, hein, c'est sûr. Donc, Alain vous disait tout à l'heure c'est maintenant une équipe mondialement reconnue et ils ont utilisé quotidiennement la microscopie électronique pendant des années pour avancer dans nos recherches, ça c'est clair. L'occasion aussi de redire un mot du CNES, hein, vous avez ça sous les yeux, mais il faut bien comprendre que c'est un centre commun. Oui. Autrement dit, de nombreux labos de l'université Jean Monnet, qui est pluridisciplinaire, hein, c'est une université très riche et très diverse, donc de nombreux labos viennent travailler ici, ce qui nous a permis, nous, de disposer de ce fonds photographique et d'en faire un petit bouquin, quoi. Mais dans tous ces labos, ils ont tous avancé grâce à des images. Ça avance doucement, la science, il ne faut pas se leurrer. Hein. Les grandes découvertes, il y en a une de temps en temps, mais... Justement, si je peux m'ajouter, au niveau de l'œil, c'est vrai que vous avez regardé ce qui est extérieur, mais aussi au niveau intérieur aussi. Finalement, on a pas mal avancé, de manière que les problèmes de DNA là, on est en train de petit à petit trouver de certaines solutions grâce à justement ce système. Oui, tout à fait. Oui, là, je ne vous ai pas montré la rétine, hein, le fond de l'œil, c'est bien plus compliqué que la cornée, hein, on est d'accord. Et tant mieux si l'ADM est là, si on peut lui trouver des solutions, parce que c'est quand même un truc qui fait hyper peur. Est-ce qu'il y a encore une question? Ouais. Et là, vous avez coloré vos différentes... Colorisé. Oui. En réalité, c'est quelle couleur? Gris. C'est gris sur gris. Quand vous avez en fait les clichés, mais la matière... Ah j'ai pas en fait, les pollens, malheureusement, elles sont pas de cette couleur.
Oui, les pollens, ils sont très peu colorés. Hein, oui, ils sont peu colorés. Oui. Si, il y a des petites colorations légères, oui. Dans les jaunes, les verts, oui. Par exemple le bouleau, c'est légèrement jaune. Il y en a qui sont un petit peu marron, un peu rouge, mais pas aussi colorés que ça, bien sûr. Entre vert jaune et jaune vert. Oui, un petit peu bordeaux, un peu marron rouge. Il y a quand même quelques couleurs, oui. Mais la rose, le pétale, il était rose. Hein. Ah oui. Ça, je suis d'accord. Hein. Mais on a quand même triché pour vous le remettre en rose. Parce que pour le remettre en rose, dans le micro, il sort gris. Je suis pas sûr que ça soit aussi homogène. Oui, je sais pas. Tu sais, quand on regarde un pétale de rose, on voit pas hein, les cellules épidermiques parce qu'elles sont trop petites. Par contre, on a une sensation visuelle particulière. Prochaine rose, vous essayerez. Une impression de velouté. Et bien, ce velouté, c'est justement toutes ces petites cellules épidermiques qu'on ne voit pas individuellement, mais qu'on devine leur masse en relief, et ça donne ce côté velouté. Question technique. Oui. Oh, sur micro, ça va aller. Ouais. Entre le moment où, sur ton microscope électronique, entre le moment où on décide d'observer quelque chose et le moment où on obtient des images, à l'heure actuelle, parce que je suppose que ça a quand même beaucoup évolué, à l'heure actuelle, il faut compter combien de temps? C'est quand même variable. Hein. Pardon. C'est variable. Si c'est pour faire de la microscopie à balayage, ça peut être assez rapide dans la journée, hein, même Oui, bien sûr, parce que si on n'a pas de... Tout dépend de l'échantillon, on fait de la nature de l'échantillon. Si c'est un échantillon métallique, on le met directement dans la chambre, on observe, on a les images directes. Si c'est un échantillon biologique, il faudra, s'il est déshydraté, par exemple comme un insecte, une élytre ou les pollens, carrément, pour prendre cet exemple, à la limite on l'observe directement comme ça, ou on peut le métalliser légèrement, déposer une petite couche d'or ou de platine à la surface pour le rendre conducteur, et ça, on a l'image très rapidement. Après, évidemment, si c'est un prélèvement, je ne sais pas, de rein ou un prélèvement de cornée, il faudra le traiter, il faudra le fixer, voilà, il faudra le déshydrater par peau athlétique, le métalliser, ou des cellules, voilà. Ça peut être un peu plus long pour le balayage, et pour la transmission, bien sûr, c'est encore plus long, parce que là, il faut réaliser les coupes. Quand c'est un échantillon biologique, on le fixe chimiquement, on l'inclut dans une petite résine dure, ensuite on découpe, on réalise les coupes, ensuite on contraste, ensuite on observe. Si tout se passe bien, une petite semaine, ça peut être possible, si on travaille bien et tous les jours. Voilà. Pour la microscopie photonique, c'est encore plus long. Eh oui, bien sûr. Il y a plein d'étapes de colorisation, oui. Fixation, imprégnation. Ouais. Et puis tout le bazar, la coloration, la préparation finale. Et après préparation. Oui, ils sont quand même de toute façon des techniques relativement longues. Oui, le progrès n'a rien changé, hein, c'est toujours la galère pour les préparations. Et toujours le truc, c'est que vous bossez une semaine d'une manière assez intense et assez précise et tout, et si vous avez foiré une étape, par exemple la première, on ne peut pas le voir, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'au bout de la semaine, on se dit mince, c'est nul, j'ai raté ce premier truc. Quoi. Donc ça reste quand même assez lourd, comme je sais que les étudiants, nous on l'a fait en tant que doctorant, hein, quand on se lance dans la microscopie électronique, oui, c'est lourd, c'est long. C'est une aventure quand même. Mais c'est pas un métier presse-bouton, hein, c'est un vrai métier, c'est même le regroupement de plusieurs métiers, hein. Il y a des gens qui se spécialisent pour certaines techniques, voilà, par exemple la cryomicroscopie, pour ne pas la nommer, pour couper des objets à froid avec un cryo ultramicrotome, donc ça c'est délicat, c'est long, on peut couper aussi des polymères, mais bon, il faut vraiment apprendre tout ça, donc c'est pas un presse-bouton, c'est vraiment important. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.